Chers collègues et amis, bonjour. Je suis Slahadi Benfred, je suis sociologue au département de sociologie à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. J'ai le plaisir de modérer cette rencontre à distance et dans laquelle nous allons évoquer la problématique de la marginalité et de la précarité en général et celle du rejet et de l'injustice dont étaient l'objet les Maghrébins qui se sont installés autour et dans la ville de Nice entre 1969 et 1976. En effet, les concepts de la marginalité et de la précarité en général sont des concepts carrefour qui interpellent tous les spécialistes dans les sciences humaines et sociales. Cette rencontre, en fait, s'inscrit dans le cadre du séminaire annuel L'inhospitalité envers les migrants dans les sociétés méditerranéennes du XXe et XXIe siècle du laboratoire de recherche Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes. Et pour approfondir l'étude de cette problématique, le professeur Riyad Ben Khalifa va nous proposer une communication intitulée « Vivre en marge de la société niçoise, les Maghrébins des bidonvilles, dans les bidonvilles des Alpes-Maritimes, année 1970 ». Professeur Riyad Ben Khalifa est actuellement maître assistant en l'histoire contemporaine à l'Université de Tunis, habilité à diriger des recherches, et rédacteur en chef de la revue Cahiers Tunisie, membre aussi actif, très actif d'ailleurs, du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes. Et il s'intéresse à l'histoire de la justice en France au cours du XXe siècle. La plupart de ses recherches portent sur les migrations dans l'espace méditerranéen et sur le processus de la décolonisation en Tunisie. Et nous aurons comme discutants dans cette rencontre, nous aurons l'honneur et le plaisir d'entendre le professeur Yves Gaston, spécialiste de l'histoire de l'immigration en France sous la Ve République et qui s'intéresse aux relations interculturelles, à l'histoire des médias et de l'opinion publique depuis 1945 et qui consacre une partie de ses recherches à l'histoire locale de la province Alpes-Côte d'Azur. Donc, bien sûr, le débat est ouvert pour tout le monde et chacun peut apporter son commentaire et s'il a aussi des questions à poser. Voilà. Si vous voulez, sans tarder, je vais céder la parole. Je sais parfaitement que nous avons une contrainte de temps, donc on va essayer de rationaliser un peu la gestion du temps restant, et donc de bien gérer ce temps. Donc, sans tarder, je cède la parole au professeur Riyad Ben Khalifa qui va nous en parler, nous présenter sa communication. À vous, la parole, c'est Riyad. Merci, Sisler. Je vais essayer de faire une présentation qui ne dépassera pas les 30-35 minutes. Et je voudrais tout d'abord remercier notre ami Yvan Gasto qui a consacré du temps pour m'écouter et pour aussi donner son avis, puisqu'il fait partie des premières personnes qui ont travaillé sur les bidonvilles dans les Alpes-Maritimes, notamment son article sur le bidonville du Tonkin à Beau-Soleil, et aussi dans son livre qu'il a coécrit avec Stéphane Mourlan et notre maître Ralph Shore, Nice Cosmopolite. Il a travaillé sur les bidonvilles et lieux insalubres, forme sombre du cosmopolitisme niçois. À l'échelle nationale, il y a d'autres travaux. Je souligne particulièrement les travaux de Marie-Christine Bolovitz-Tabarez et Marie-Claude Blanchaliard. Notre ami aussi, Nazem Yousfi, dans sa thèse, il a travaillé sur les Tunisiens dans le bidonville de la digue des Français. Sauf que le travail que reste est Marie-Claude Blanchaliard. J'ai avec Nazem Yousfi travaillé sur les Tunisiens dans le bidonville de la digue des Français. Vous pouvez voir sur les photos, Wajdi, si tu peux défiler, vous pouvez voir sur les photos du bidonville de la digue des Français. Deuxième, voilà. Voilà, une première photo, une deuxième photo. Wajdi, si tu peux passer. Non, celle d'avant. Il y a une autre photo. Au début des années 70, il existe, voilà, c'est la photo du bidonville de la digue des Français dans les années 70. Au début des années 70, il existe à Nice plusieurs bidonvilles occupés par près de 6500 habitants, essentiellement des Maghrébins.
constituant une population à effectif saisonnier variable composée en grande partie de célibataires. La ville de Nice, comme les autres communes du département des Alpes-Maritimes, n'a pas mis en place une politique pour loger les travailleurs migrants. En effet, les autorités se sont accommodées de leur installation, soit sur les chantiers, soit dans les quartiers insalubres. Et Wajdi, est-ce que tu peux mettre la carte, s'il te plaît, qui suit les deux photographies? Voilà, c'est une carte extraite de Nice Cosmopolite qui montre les lieux des bidonvilles au début des années 70 dans la région niçoise. C'est donc, en effet, les autorités se sont accommodées de leur installation soit sur les chantiers, soit dans les quartiers insalubres, à l'instar de la vieille ville, soit dans les parties périphériques de Nice, loin des regards. C'est le cas du bidonville de la Digue des Francis. Selon un rapport adressé au préfet le 27 juin 1963, je cite, on peut passer à la citation suivante, il est impossible pour un Nord-Africain de se loger normalement. Non seulement il y a pénurie de logements et hausse des loyers, mais aucun hôtel garni ou meublé n'accepte un Nord-Africain. Cette situation de rejet favorise le développement d'une société marginale qui vit selon le mode de vie des pays d'origine. Hormis quelques interventions ponctuelles de l'État pour éteindre un incendie, arrêter des criminels ou pour faire face à une catastrophe naturelle, la gestion des bidonvilles est laissée à des caïds locaux qui en contrôlent les ressources et pratiquent leur enquête et à des arrangements entre les habitants suivant les rapports de force existants entre les groupes familiaux et ou originaires des mêmes zones dans les pays d'immigration. Rappelons dans ce cadre qu'à l'échelle nationale, la question des bidonvilles était un objet de rivalité entre les différentes autorités concernées, ministères, préfectures et municipalités. Ce rejet des responsabilités rend difficile la mainmise des pouvoirs publics sur les lieux d'exclusion sociale, surtout si l'intention de mettre à l'écart la population immigrée est préméditée par les responsables locaux. Le bidonville de la Digue des Français illustre la défaillance d'une politique de gestion de l'immigration à un moment où l'État français, après l'arrêt de l'immigration du travail en 1974, a été plus favorable à l'amélioration des conditions de vie des migrants et à leur intégration dans la société française. Même si la majorité des habitants du bidonville trouvent leur compte en s'installant dans un cadre communautaire où ils peuvent vivre dans des conditions similaires à celles de leur culture d'origine et échapper ainsi aux multiples regards qui pèsent sur eux. L'abandon de cet espace dans lequel vivent quelques 2000 célibataires maghrébins par les pouvoirs publics est de nature à constituer un cadre favorable à l'insalubrité, à la délinquance et à la criminalité. Les enregistrements que nous avons réalisés en 2009 nous ont ouvert la voie pour faire parler des témoins de leurs conditions de vie à El Oued, parce que administrativement, le bidonville était appelé le bidonville de la Digue des Français, mais pour les habitants, il était appelé El Oued parce qu'il était au bord du fleuve du Var. En outre, grâce aux enquêtes réalisées de préparer la résorption du bidonville, nous disposons dans les archives départementales des Alpes-Maritimes de fonds très précieux informant sur le cadre de vie dans cet espace. Par ailleurs, les rapports des différents services de la préfecture et de la mairie de Nice, les procès-verbaux de police et les dossiers de procédure du tribunal de grande instance de Nice offrent également des informations précises sur les rapports interpersonnels, les conditions d'hygiène, la sexualité, etc. des anciens habitants du bidonville de la Digue des Français. Enfin, la presse a couvert certains faits divers et a consacré des articles sur la situation dans cet espace marginal. La première partie de ce travail s'intitule des habitations de fortune dans un espace non aménagé, ce qui nous conduira à faire une description physique de cet espace habité, comme nous l'avons souligné, par des immigrés maghrébins. Les habitants du bidonville de la Digue des Français tissent des liens sociaux en fonction de leur cadre de référence. Mais nous ne pouvons pas accepter sans réserve la constatation des chercheurs qui, à l'époque, ont fait une visite de terrain du bidonville,
et ont constaté que ces habitants reproduisaient le mode de vie de leur pays d'origine. Ces habitants sont majoritairement originaires du milieu rural et non des grandes villes du Maghreb où certains bidonvilles se sont développés depuis les années 30. Par ailleurs, le croisement de nombreux témoignages et archives écrites nous permet de constater aisément que la vie dans le bidonville de la Digue des Français est liée aussi bien à des contraintes financières et à un sentiment de rejet qu'à une volonté de se regrouper dans un espace communautaire. D'ailleurs, les logements insalubres occupés par les Maghrébins étaient repérables un peu partout dans la ville, ce qui a montré la carte du Van Gasto, ce que nous pouvons voir sur la carte qui a été présentée tout à l'heure. D'ailleurs, les logements insalubres occupés par les Maghrébins étaient repérables un peu partout dans la ville, ce qui nuançait l'image d'une communauté isolée du reste de la population. Selon l'expression de Mouldi Ma'amr, alias Tijani, les conditions d'hygiène à El Oued sont dégueulasses. Je reprends son expression. Il ajoute qu'il n'avait pas vu une société saleté pareille, même pas en Tunisie. Ce témoignage corrobore la description faite du bidonville et de ses conditions d'hygiène dans de nombreux rapports et témoignages. La nature anarchique de la construction du bidonville, ce qui apparaît dans les photographies que nous avons montrées, les matériaux utilisés pour fabriquer les baraques, la surpopulation, l'absence d'aménagement de l'espace, ainsi que le peu de soucis accordés par les habitants aux questions écologiques expliquent l'état d'insalubrité alarmant. Le bidonville de la Digue des Français n'a obéi ni à un aménagement préalable, ni à un suivi de la part des autorités afin de limiter les dégâts écologiques liés à l'absence des règles d'hygiène en matière de gestion des ordures ménagères, des matières fécales et des eaux usées. À la base de ce lieu d'installation de gitans a été investi par des Maghrébins dès 1964. À partir de 1966, le bidonville s'accroît rapidement. Sa population passe de quelques dizaines à 300-400 personnes. Ce chiffre a plus que doublé entre 1967 et 1970 pour atteindre autour de 1000 personnes, et ce à cause de l'installation de plus en plus importante de travailleurs algériens qui construisent un deuxième quartier dans le prolongement du premier quartier tunisien vers le nord. Ces habitants occupent alors à peu près 300 baraques. Une enquête menée en 1973 a permis de recenser 679 baraques en dur et en léger et véhicules immobilisés, 571 baraques à seul usage d'habitation et 108 baraques à usage commercial, mais servant également pour l'habitat. Elles sont occupées par 1980 Maghrébins avec une marge d'erreur de 5%, parce qu'il y a des personnes qui viennent dans le bidonville pour visiter des compatriotes. Voilà, avec ces variations, cette population constituée majoritairement de Tunisiens, entre 55 et 60%, s'est entassée sur un terrain appartenant au domaine d'une superficie très restreinte. Voilà, avec ces variations, cette population constituée majoritairement de Tunisiens, entre 55 et 60%, s'est entassée sur un terrain appartenant au domaine d'une... Wajdi, excuse-moi, il y a un problème d'écho. Bon. Vous pouvez voir sur le PowerPoint, voilà une description du bidonville que nous avons trouvé dans un rapport. Là, quand je dis Adams, archives départementales des Alpes-Maritimes, description de la Digue des Français. Voilà, je vais lire. Le bidonville mesure 700 mètres de long sur 20 mètres dans sa plus petite largeur et 40 mètres dans sa plus grande largeur. Au nord, le terrain est bloqué par une levée de caillasses et de terre extraites du lit du Var. La majeure partie du bidonville se trouve dans un creux limité et à l'est par une diguette de 7 mètres de haut sur laquelle ont été installés un certain nombre de baraques. À l'ouest, sur environ 150 mètres, la levée artificielle coince le bidonville. Fin de citation. Les zones creuses et fortement inondables n'ont pas fait l'objet de constructions si vétustes soient-elles.
On peut passer à la suivante, diaporama suivante. Quand il pleut très fort, El Oued est rapidement inondé, ce qui engendre de la boue partout, nous dit Mohamed Ben Ali Ouda, l'un des témoins que nous avons interviewé en 2009. La stagnation des eaux pluviales et l'existence d'un ruisseau longeant le bidonville sur le flanc où est déversée l'eau utilisée pour la lessive et la vaisselle sont de nature à accentuer les mauvaises odeurs et à polluer l'espace. Les baraques sont construites à partir de matériaux divers et dans certains cas, notamment pour les cantines, il est fait usage du béton, donc que pour les cantines. Voilà, les matériaux, là aussi on trouve une note pour le préfet dans les archives départementales d'un rapport opération de résorption du bidonville qui date du 10 septembre 1973, qui décrit aussi les matériaux les plus couramment utilisés pour les baraques à usage d'habitation sont le bois de récupération, le papier et la toile goudronnée. L'étanchéité relative à ces constructions fragiles est assurée soit par un revêtement cloué de feuilles d'aluminium à l'intérieur comme à l'extérieur des parois, soit par un véritable emballage extérieur de plastique mince maintenu contre les parois par un jeu de ficelles et des pointes traversant les capsules des canettes de bière. Le sol des constructions est le plus souvent constitué d'une chape de ciment de faible épaisseur. La superficie des cantines, qui servent par ailleurs la nuit pour l'hébergement du personnel, varie entre 15 et 30 mètres carrés. Celle des baraques varie entre 6 et 9 mètres carrés, avec une hauteur ne dépassant pas les 2 mètres. En général, ces constructions sont mal aérées car elles ne disposent pas de fenêtres et pour ce qui concerne les baraques, elles sont habitées en moyenne par 3 à 5 personnes. Ce nombre peut augmenter à l'occasion des visites le week-end ou de l'arrivée de compatriotes directement du pays d'origine ou depuis d'autres lieux d'habitation situés dans le département des Alpes-Maritimes ou ailleurs. Les baraques mal aérées, on peut passer à la suivante. Les baraques mal aérées sont utilisées également pour cuisiner, ce qui crée une atmosphère encore plus pesante. Les problèmes de ramassage des ordures ménagères et d'approvisionnement en eau, de l'absence de canalisation pour les eaux usées, ainsi que l'accumulation des matières fécales, prolongent la vie des habitants d'El Oued dans une atmosphère pestilentielle. D'ailleurs, depuis 1967, alors qu'il n'habitait dans le bidonville que 700 personnes, un rapport du bureau d'hygiène municipal souligne des conditions de vie de plus en plus déplorables. Je cite, les ordures s'amoncellent tout autour des baraquements, le manque d'eau et le défaut de feuillets se font cruellement sentir. Fin de citation. Que dire de la situation postérieure où le nombre d'habitants s'est multiplié par 3 avec des flux exceptionnels de maghrébins les week-ends pour rendre visite à leurs parents et amis et pour profiter des loisirs et faire des achats du marché. Selon une note de synthèse préparatoire pour la résorption du bidonville, il n'existe pas de lieu d'aisance dans le bidonville. Mohamed Ben Ali Ouda, l'un des témoins, nous décrit la situation ainsi. On était comme des animaux, il fallait trouver un endroit en pleine nature pour faire nos besoins. C'est dans ce cadre que Tijani nous raconte son premier choc à son arrivée à El Oued. Il témoigne en outre que les habitants du bidonville prenaient leur douche au bord du fleuve ou dans leur baraque selon les saisons. L'accès des habitants du bidonville à l'eau potable n'est pas régulier. Un rapport du bureau municipal d'hygiène souligne qu'en décembre 1969, une pompe a pu être établie grâce à l'effort de 3 responsables désignés du bidonville. Ces derniers n'ont pas souhaité garder cette responsabilité. D'après les témoignages de certains bandits algériens, auraient obligé les bénéficiaires à payer de l'argent chaque fois qu'ils remplissaient un seau. Cette situation a duré jusqu'à la chasse des caïds algériens par des Gbelaoui de la région de Bélé en 1972-1973. En avril 1971, le bureau municipal d'hygiène recommande la mise en place de 2 petites pompes à main du même type que celles existant dans un pôle de campement.
grâce à l'union sociale du bâtiment et des travaux publics, 4 points d'eau ont été créés par forage de la nappe phréatique avec l'installation de pompes à bras. L'eau filtrée par le sol, mais non traitée, est impropre à la consommation. Selon donc les rapports, il arrive également que certains actes de sabotage soient commis contre les pompes, ce qui empêche les habitants de les utiliser régulièrement. L'absence de réglementation de certaines activités complique la situation sanitaire du bidonville. Selon le témoignage du journaliste Jacques Buisset, le coiffeur est installé en plein air avec tout le matériel, une cuvette, un peigne, des ciseaux, un blaireau et un rasoir. Fin de citation. Cependant, l'activité qui accentue le plus la pollution du bidonville est la consommation de la viande de mouton égorgée sur place. Et là, on passe à la deuxième partie, si tu peux passer, défiler, Wajdi. L'abattage des bêtes sur place ou l'abattage clandestin. Pourquoi cette question d'abattage des bêtes? Jusqu'en janvier 1975, ça veut dire presque une année avant la résorption du bidonville, il n'existe dans les Alpes-Maritimes aucun lieu autorisé officiellement pour procurer la viande selon les préceptes du culte musulman. C'est pour cette raison que les bouchers maghrébins d'El-Oued ont pris l'habitude d'égorger les bêtes sans aucun respect des règles d'hygiène. L'accumulation des déchets de l'abattage des bêtes est non seulement la conséquence de la consommation des habitants du bidonville, mais aussi de celle de leurs corréligionnaires qui viennent s'approvisionner en viande ou manger sur place. Le journaliste Jacques Buisset constate lors d'une visite de terrain en avril 1974 que les bouchers du bidonville ne se souciaient guère de la propreté. Je cite, ils se voient livrer à la sauvette par des paysans les moutons vivants, une quinzaine par semaine, qui sont égorgés et débités sur place dans des conditions d'hygiène effarantes. Le sang stagne à même le sol, tandis que les peaux et les têtes des animaux sont abandonnés sur place pendant des heures. Fin de citation. Il s'agit d'un article de presse publié par le journaliste Jacques Buisset. Il faut imaginer dans ce contexte les odeurs engendrées par l'accumulation des déchets liés à l'abattage, ainsi que la multiplication des rats et des insectes. Zahi Hayoui, l'une des personnes interviewées, raconte lors d'une interview que, je cite, les rats partageaient la vie des habitants, et ce à cause de l'abattage et des mauvaises odeurs. Othman Ben Mohammed nous décrit la situation ainsi. À cause de l'insalubrité, les rats sont grands, aussi grands qu'un chat bien nourri. Après le transfert à l'abattoir de Nice, des abattages selon le rituel musulman, le 13 novembre 1974, les bouchers maghrébins de la Digue des Français mettent, selon le vétérinaire inspecteur du département, je cite, peu d'empressement à se conformer aux dispositions légales relatives à l'abattage des animaux. Fin de citation. Ils craignaient la concurrence déloyale des bouchers clandestins et refusent, je cite, de confier leurs moutons aux ouvriers de l'équipe d'abattage parce que ces derniers auraient manipulé auparavant des porcs. Toutefois, les bouchers du bidonville se conforment en grande partie à la nouvelle réglementation dans les jours qui suivent. Le commissaire principal de la sûreté urbaine de Nice souligne au préfet des Alpes-Maritimes, je crois qu'il faut passer à la suivante, que sur les 12 boucheries visitées à ce jour, au bidonville, 8 offraient de la viande à la vente. Les contrôles concernant cette marchandise ont établi qu'elle provenait d'abattages réguliers correspondant aux conditions d'hygiène exigibles. Les 4 autres n'étaient pas approvisionnés en viande. À partir de janvier 1975, les pouvoirs publics, avec le concours des consulats d'Algérie et de Tunisie, ont mis en place une politique de sensibilisation contre l'abattage clandestin. Mais c'est trop tard, ce n'est qu'en 1975 que ces choses ont été, que cette sensibilisation a été effectuée. Naturellement, il est difficile de faire changer les habitudes dans le bidonville, surtout lorsqu'il s'agit de commerce et de consommation. Jusqu'à la résorption du bidonville, la pratique de l'abattage des moutons selon les préceptes du culte musulman demeure
demeure. Bien que clandestine, elle est dissimulée par l'élevage. Ainsi, Mosta Bouziane, lors de son interrogatoire le 4 décembre 1975, après la perquisition de 2 moutons et d'une brebis, se défend d'avoir voulu contourner la réglementation. Et je cite, ça c'est un extrait d'un procès verbal de police, je n'avais pas l'intention d'égorger ces animaux, car nous avons reçu les instructions du consulat d'Algérie nous demandant de conduire les bêtes à l'abattoir. Fin de citation. La nouvelle réglementation a certes limité les déchets des boucheries, mais l'Oued reste jusqu'à sa résorption un endroit insalubre. L'absence de frigidaire, puisque l'Oued n'est pas alimenté par l'électricité, contraint les habitants à jeter tout ce qu'ils ne consomment pas le soir ou le lendemain. De plus, aucun ramassage des ordures et détritus qui ceinturent le bidonville n'est effectué. Les bennes du service municipal ne peuvent pas accéder à l'intérieur des louets, même après la réalisation de travaux de remblayage des voies en 1973. Quand la mise en place d'un système d'incinération, je crois qu'il faut passer à la suivante, parce que là, je parle de la mise en place d'un système d'incinération. Après. Donc là, on a... Voilà, on arrive quant à la mise en place d'un système d'incinération des ordures, elle s'est avérée impossible. Et là, je cite un rapport, la gestion de cet équipement, son alimentation en comestible et surtout la proximité de la nappe phréatique rendent impossible une telle installation. Les habitants n'ont alors d'autre choix que de laisser les déchets s'amonceler sur place et de jeter une partie des ordures dans le Var. Le maire de Nice, bien conscient de la situation déplorable, écrit au chef du bureau municipal d'hygiène dès le 16 avril 1971, je pense la citation suivante, l'implantation du bidonville en amont de la nappe du Var me préoccupe à cause de la pollution permanente et constante qui présente et qui peut s'étendre jusqu'à la station de pompage. Fin de citation. Néanmoins, aucune mesure radicale n'a été prise pour mettre en place un système de ramassage des ordures ménagères et des matières fécales. À défaut de procéder à l'incinération des ordures, le service d'hygiène de la mairie de Nice a cherché un palliatif qui ne peut résoudre le problème. Il s'agit d'opérations de désinfection et de dératisation assurées par les équipes spécialisées, et ce, à partir d'avril 1971, mais c'est quelque chose qui ne règle pas le problème. On peut passer à la deuxième partie, Wajdi, misère sexuelle et prostitution. Pour traiter ce sujet, nous avons eu recours aux archives du tribunal de grande instance de Nice, et je vous ai mis juste la première page d'un dossier de procédure. Bien sûr, il y a les jugements correctionnels et les dossiers de procédure où nous trouvons beaucoup de détails sur le proxénétisme. Parce qu'à l'époque, le problème n'est pas lié essentiellement à la prostitution, mais à la question du proxénétisme. Et les plaintes qui ont été déposées par certaines prostituées ou les poursuites contre les proxénètes nous ont permis a fait que certaines personnes ont été jugées, et c'est ce qui permet aux chercheurs par la suite de trouver les traces dans les archives judiciaires. Donc, dans un espace fermé où vit une population de célibataires, la question de la sexualité se pose. Certains tenanciers de cantines, en lien avec les réseaux de prostitution, profitent de la misère sexuelle des habitants des Louets pour réaliser des profits. À la vente d'alcool, de la viande et de la viande grillée, ils associent une offre de prostitution. Par ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer l'homosexualité qui se développe dans des situations de concentration d'individus du même sexe. Les rapports de police et des services d'hygiène n'évoquent pas ce dernier phénomène, car cette pratique ne fonctionne pas dans le cadre de réseaux de prostitution et donc relativement invisible. Certains témoins nous ont cependant parlé avec beaucoup d'ironie de l'existence de l'homosexualité dans le bidonville. D'autres ont manifesté une réticence à parler de la sexualité en général.
les personnes que nous avons interviewées étaient des personnes d'un certain âge. Donc, il n'y avait pas cette aisance de parler de ce problème de sexualité, mais quand même, quelques-uns ont accepté d'évoquer la question de la sexualité dans le bidonville. Le croisement des archives orales et des sources écrites permet de comprendre le lien entre le proxénétisme et la prostitution. Le jeune Absatar Labid, et je le cite parce que c'est un extrait d'un article du Nice Matin, avait séduit une jeune grenobloise de 16 ans qui s'était échappée d'un centre spécialisé avant de venir sur la Côte d'Azur pour vivre sa vie, entre guillemets. Labid fait d'elle sa protégée. On peut passer à la citation. Dans ce but, il l'avait conduite chaque samedi, après, je pense, oui, là. Chaque samedi et dimanche après-midi au bidonville de la Digue des Français, la jeune fille devait se prêter aux exigences de multiples visiteurs dans le cadre d'une cantine exploitée par un certain Hatab qui percevait sa dîme au passage. Un article de Nice Matin évoque une opération de contrôle par les CRS le 14 novembre 1969 de 4 occupants d'une voiture, ce qui a permis de découvrir un réseau de proxénétisme. On passe à la citation suivante. Il s'agit d'un jeune Algérien, L'Akhdar, âgé de 29 ans, exploitant d'une cantine et de deux jeunes antibois et d'une prostituée. Il devait, donc selon Nice Matin, il devait apparaître assez rapidement que la jeune Mireille, à la recherche d'un emploi, avait été présentée 2 jours plus tôt à l'Akhdar par les 2 jeunes antibois de la ville d'Antibes. À l'origine, il avait été question d'un emploi de serveuse à la cantine du musulman. Aussi, la jeune femme fut-elle amenée à se prostituer dès les premières soirées avec une demi-douzaine de clients. On passe à la suivante. Les prostituées sont d'origine différente. Le journaliste Jacques Buisset écrit « Durant le week-end, ces dames, une dizaine, dont 5 françaises, 3 tunisiennes et 2 marocaines, signalant que certaines d'entre elles sont jolies, prennent leur quartier dans les arrière-recoins des pseudo-bistrots de décor, un grabat et un commerce particulièrement prospère, puisque Aïcha, Yasmina comme Germaine et Rosette ne traitent allègrement pas moins de 100 clients chacune entre le samedi et le dimanche. J'essaie de passer parce qu'il y a d'autres témoignages et on parle aussi de certaines plaintes qui ont été déposées par ces prostituées parce qu'elles sont souvent brutalisées et dépouillées de leur... Nous disposons de témoignages de prostituées qui arrivaient à s'affirmer dans ce milieu d'hommes violents et à trouver un arrangement à leur avantage avec les propriétaires des cantines. On peut passer peut-être au Wajdi. Je trouve mes clients, peut-être la suivante. Je trouve mes clients dans une cantine lorsque ceux-ci viennent boire. Je les conduis dans la chambre et lorsque je fais l'amour avec eux, ils me donnent 20 francs. Entre mon arrivée le samedi ou le dimanche soir vers 18h30, lorsque je repars pour prendre le train de Marseille à 22h10, je fais 60 passes environ, ce qui me rapporte environ 1200 francs. Je ne donne rien à Moussa. Moussa, le propriétaire de la cantine, un témoignage à prendre avec beaucoup de réserve. La moyenne des clients des prostituées nous incite à songer aux multiples maladies sexuellement transmissibles et surtout avec le non-respect des règles des conditions d'hygiène. Le bidonville est un centre de prophylaxie inquiétant et de maladies vénériennes. En trouvant dans un rapport, lors d'une perquisition à la cantine de Moussa, le 24 août 1974, la police trouve uniquement un trousseau, 2 serviettes de toilette, un seau en plastique avec de l'eau et une cuvette en plastique. Les rapports des services d'hygiène ne mettent pas l'accent sur les risques sanitaires des habitants du bidonville, mais plutôt sur l'impact de l'insalubrité de cet espace sur l'environnement. C'est pour cette raison
que nous avons peu d'indices sur l'état de santé des habitants de l'Oued. Ça, c'est très important aussi. Aussi, pouvons-nous déduire le manque, voire l'absence de l'encadrement sanitaire de ces derniers. Et on passe à la troisième partie, conflits et violences, vecteurs de précarité. Diaporama suivant, Wajdi. Sur le plan sécuritaire, le bidonville est livré à l'autogestion de ses habitants. Les contrôles de police ne se font qu'occasionnellement dans ce lieu considéré comme un abcès de fixation, selon l'expression de l'ancien maire de la ville de Nice, puisqu'il permet de maintenir à distance une bonne partie des Maghrébins de la population locale et de la placer loin du regard des touristes. De ce fait, l'Oued est devenu, entre autres, un refuge de malfaiteurs, craignant leur interception en ville. La présence de voyous au sein d'une population formée majoritairement par des jeunes et des célibataires provoque une certaine tendance à la violence. À la suite d'un contrôle inopiné de bidonville, le 2 mars 1969, le chef d'escadron de la compagnie de Nice de la gendarmerie nationale écrit « Il existe des armes et des... Je crois qu'il faut passer à la suivante. Ouais, je dis. Il existe des armes et des individus à rechercher. La possession d'une arme à feu ou d'une arme blanche est la règle, parce que l'agression peut se produire à tout moment, aussi bien dans le bidonville que dans les zones environnantes. On trouve l'écho d'attaques racistes, même dans la presse nationale. Et là, on trouve la suivante, ouais, je dis, il y a un article du Monde que j'ai cité. Bon, le 22 novembre 1975, on peut lire dans Le Monde, plusieurs agressions contre les travailleurs immigrés ont été commises ces derniers jours dans le quartier Saint-Augustin à Nice. Les victimes, des ressortissants nord-africains, ont affirmé que plusieurs jeunes gens armés de chaînes de vélo les avaient attaqués sans raison. Les assaillants portaient tous des blousons de couleur sombre et étaient encadrés par des adultes. Fin de citation. Nos témoins gardent un mauvais souvenir de cette période car aux agressions racistes, il faut rajouter les braquages opérés par des voyous pour dépouiller les habitants de bidonville de leur argent. Ces derniers, n'ayant pas en général un compte bancaire, portent leurs économies sur eux ou les dissimulent dans les baraques. Beaucoup d'ailleurs ont perdu leurs économies à la suite des incendies qui ont lieu dans le bidonville. L'Oued est une zone de non-droit où la notoriété s'affirme par des démonstrations de force aussi bien à titre individuel que dans le cadre du groupe. L'attrait des gains fait augmenter l'animosité entre les différents Algériens, Tunisiens et Kabyles. Syriad, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, Syriad. Professeur, je peux résumer. doit quitter à 14 heures. N'oublions pas, s'il vous plaît, il a un engagement, donc faites un peu plus vite. D'accord, c'est clair. D'accord, c'est clair. Okay? Merci. D'accord, c'est clair. Donc, je vais rapidement résumer que le bidonville a lieu excuse-moi, habité. Riyad, ce que je peux faire, c'est donner quelques informations maintenant, le temps de partir, et puis. Ah oui, c'est vrai, le temps passe, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, c'est mieux, Yvan, comme c'est ça. mieux. Hein, voilà, Oui, c'est comme mieux. ça, je te laisserai finir. Oui, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec ça, Monsieur le Président de la séance? Oui. Micro, c'est cela. C'est cela. Avec beaucoup de plaisir, on vous attend, professeur Yvan Gasto. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je suis désolé d'interrompre le propos de Riyad, mais comme je dois reprendre un cours à 14 heures sans tarder, je suis obligé d'interrompre et de donner un petit peu ma discussion maintenant, mais je laisserai Riyad ensuite à la fois répondre et du coup prolonger ce qui devait terminer. Donc, excuse-moi Riyad de cette situation. Donc, très intéressant d'aborder le sujet d'un bidonville en prenant le cas d'un espace particulier, c'est-à-dire que dans ce que tu as présenté, Riyad, il y a la dimension globale, on pourrait dire,
quelle est la spécificité de ce bidonville à Nice par rapport à tous les bidonvilles qui existent en France à cette époque-là. Je crois qu'effectivement, ton étude de cas, elle est tout à fait pertinente parce qu'on a considéré que le bidonville de Nice était ce bidonville-là en particulier, l'un des plus grands de France. Il a été estampillé de cette manière-là. Et effectivement, ton histoire s'inscrit dans une approche de ces espaces urbains qui, pendant longtemps, n'ont pas fait l'objet d'études, au niveau historique, je dis bien, parce que, comme tu le sais, des collègues de sociologie dans mon laboratoire à Nice-Lurmis s'étaient intéressés en allant faire des enquêtes sur place. Ce qui est intéressant, c'est de savoir peut-être aussi comment est-ce que ces enquêtes ont été mandatées. En général, les sociologues ont, à cette époque-là, répondu à des appels d'offres venus de l'État. Pourquoi? Parce que la préfecture de Nice avait besoin d'informations, tout simplement. Donc, ils ont financé des travaux de sociologie. Alors, ça ne veut pas dire que les sociologues étaient devenus des défenseurs de l'État, si on peut dire, ou en tout cas de la voix de l'État, mais ils ont utilisé des crédits de l'État pour faire un travail de sociologie qui ensuite a été livré aux autorités dans le but de comprendre bien, un petit peu ce que tu disais, ce que tu as raconté, ce que tu as évoqué, c'est-à-dire un côté qui est en fait une histoire sociale, on pourrait dire, de ce bidonville, parce que souvent ce qu'on en a dit de ce bidonville, c'était plutôt une approche par l'État, une approche par le bâti, une approche par les différentes règles qui ont été instaurées de par les autorités locales, peut-être aussi par rapport à la police, par rapport à une sorte de répression. Et là, ce que tu évoques aussi, toi, à travers tes sources, qui sont effectivement riches, et je sais que tu as parcouru ça avec beaucoup de précision, de comprendre un petit peu les modes de fonctionnement à l'intérieur de ce bidonville. Tu as parlé à juste titre, et tu n'as pas fini de parler de ça, mais à juste titre de différentes activités qui sont des activités d'ailleurs liées à cette activité principalement, enfin à cette existence essentiellement d'hommes seuls. Je ne suis pas certain qu'il y ait que des hommes seuls d'ailleurs dans le bidonville. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a des familles dans certaines parties de ce quartier? Je crois que là, il y a des réponses à apporter. Et puis d'autre part, effectivement, des activités qui sont liées, comme tu l'as dit, à la prostitution, qui sont liées aussi à des pratiques qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres espaces de ce type-là, avec effectivement, l'autre approche que tu n'as pas proposée ici, mais qui est intéressante, c'est aussi la manière dont ce bidonville est stigmatisé par l'opinion publique, c'est-à-dire en gros, comment est-ce que ces espaces qui sont, et tu l'as très bien montré aussi au départ, j'ai noté ça, la dimension finalement d'espace spécifique qui fait que d'un côté, ça convient assez bien, dans un premier temps en tout cas, à la ville de Nice, d'avoir ces espaces qui sont des espaces cachés, marginaux, déplacés, lointains, et en même temps peut-être aux migrants eux-mêmes qui trouvent, comme tu l'as dit, une manière de reconstituer des activités, un mode de vie du type local, et quelque part ce qu'on évoque aujourd'hui à travers la notion de séparatisme, ce séparatisme, on pourrait dire, c'est un mot que j'applique d'aujourd'hui, quelque part il est un séparatisme qu'il faut étudier des deux côtés, je dirais, mais en tout cas qui crée un clivage territorial qui est typique de ces années-là. Pas tout à fait pareil, par exemple, quand on remonte un peu plus loin dans le temps, dans les années 1920-1930, mais là, effectivement, c'est typique de cela. Et du coup, ton étude, elle est vraiment intéressante. Et la tendance que j'aurais la question que j'aurais à poser, pour rester dans les clous, c'est justement, quelle est la spécificité que tu vois dans ce bidonville en particulier par rapport à d'autres bidonvilles? On aurait pu tout à fait travailler sur la dimension parisienne, par exemple, le bidonville de Nanterre, on a un peu les mêmes situations. Est-ce que vous avez vu, toi, Nadem Yousfi aussi, est-ce qu'il y a une spécificité de ce bidonville-là? Et puis, la deuxième question, je crois que quand on pousse au social, bon, là, tu expliques avec beaucoup de précision ce qui est le fruit des archives, comment, par exemple, les prostituées fonctionnaient dans cet espace, qui est très intéressant d'ailleurs, qui montre bien qu'au final, c'est ce clivage pseudo-ethnique, on pourrait dire, c'est-à-dire d'un côté les migrants, de l'autre côté la société, n'est pas tout à fait la réalité, puisqu'on voit bien que dans le bidonville, il y a quand même des contacts, ne serait-ce que la population
local qui sait, moi j'entendais beaucoup parler de ça, qui sait qu'aller à l'Oued, d'ailleurs l'appellation Oued était intéressante, c'était un nom local du bidonville, on disait l'Oued, hein, l'Oued c'était le Var hein, à ce moment-là, et bien effectivement c'était aussi un moyen d'aller faire son marché, marché de tout type d'ailleurs, hein, marché officiel de légumes, d'alimentation, marché lié à la drogue aussi, hein, marché peut-être la prostitution, donc c'est un lieu qui était aussi un lieu de polarité, pas que pour les migrants, et ça c'est aussi un élément qui est intéressant parce que ça donne notre approche de ce côté-là. Et puis le dernier aspect, c'est, puisque tu pousses la question sociale, est-ce qu'on peut pousser la question culturelle, c'est-à-dire travailler sur comment dire, la dimension d'échange qui ne sont pas simplement des échanges économiques. Mais moi, j'aimerais savoir si dans ce bidonville, il y avait des artistes, il y avait des productions, il y avait de la musique, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique, quelles sont les relations voilà, qui se tissent entre les populations de ce bidonville, éventuellement d'autres bidonvilles de Nice ou d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont organisés, jeux de cartes ou jeux de domino, je ne sais quoi. Toutes ces pratiques du quotidien qui n'ont très souvent pas fait l'objet d'études parce qu'elles n'étaient pas dans l'air du temps, mais qui aujourd'hui apparaissent dans l'air du temps. Hein, autour de ça, est-ce qu'on faisait du sport, par exemple, oui, dans ce cadre-là. Donc, toutes ces questions qui me semblent tout à fait intéressantes et qui permettent en tout cas de réfléchir à la manière dont, dans une époque particulière que tu présentes ici, eh bien, on était dans quelque chose de, comment dire, d'un morceau, d'une tranche de vie de la migration, effectivement, où ces migrants dits de la première génération vivaient dans un espace que tu as bien décrit comme étant un espace de marginalité. Voilà quelques remarques, voilà quelques questions. Mon cher Riyad, je suis vraiment désolé de vous quitter en cours comme ça et de t'avoir interrompu. Et je remercie aussi M. Sisla, le président. Voilà. Et je te souhaite une très bonne fin d'intervention. Merci Yvan pour ces commentaires. Hein. Donc je répondrai aux collègues qui nous suivent et par la suite on aura le temps de discuter. Voilà, on se tiendra au courant tout à l'heure. Je te rappellerai. Merci, professeur Gasto, pour cet apport qui vient enrichir, éclaircir et nous donner encore plus, enfin affiner un peu la communication de l'IA. Merci et Inch'Allah pour une autre rencontre. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. De même, c'est partagé. Au revoir, Yvan. Au revoir. Donc, la parole est à tous les intervenants. Bien, Siliad, si vous voulez encore… C'est cela, il me reste, je vais juste quand même prendre 2 minutes pour parler des causes de cette violence. Hein. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure, je rappelle donc, que le bidonville, il y avait des enjeux économiques au sein du bidonville, les cantines, le commerce, et aussi ce rapport de domination entre les individus. On sait bien aussi qu'il y a l'alcool. Je vais revenir un peu juste sur les causes directes de la violence. Hein. Elles sont liées soit à des différends personnels, soit aux raquettes. À notre question, quelles étaient les raisons de ces bagarres? Mohamed Ghesbiri, un Marocain, un ancien habitant du bidonville, répond ainsi. C'était pour des futilités, le jeu, l'alcool, les prêts non remboursés, les femmes, bref, que pour des bandits, que pour des banalités, jamais pour des choses importantes. Le 18 avril 1970, une bagarre éclate dans le bidonville, mettant aux prises une dizaine de manœuvres algériens, causant 3 blessés, dont un par coup de feu. Et ce matin rapporte sur ce sujet, l'objet de la querelle qui a dégénéré consistait en un électrophone dont plusieurs personnes, semble-t-il, revendiquent la propriété. Fin de citation. Dans le même sens, à la suite d'un incendie qui a ravagé le bidonville, le 2 juillet 1974, la Sonacotra a mis 150 couvertures à la disposition du Secours populaire français pour les distribuer. Bon, à la tombée de la nuit, là je cite aussi un rapport, à la tombée de la nuit, alors que les travailleurs attendent dans un calme relatif la distribution individuelle des couvertures, un commando attaque couteau au poing les personnes surveillant la tente et dérobe les 150 couvertures. La présence de prostituées dans le bidonville, bien évidemment, c'est un facteur qui engendre la violence, aussi bien la violence contre ces prostituées ou la violence entre les clients ou la violence contre les propriétaires de cantines contre les clients. Je passe parce que j'ai beaucoup de détails.
Donc, du coup, la violence fait partie du quotidien des habitants du bidonville. C'est ce qui nourrit encore plus, là je réponds à la question d'Yvan, le stéréotype du Maghrébin en tant qu'agent d'insécurité. Par rapport aux faits vécus qui sont parfois dramatiques, les archives ne gardent que peu de traces des agressions. Les autorités n'interviennent qu'occasionnellement, ce qui laisse aux caïds la liberté d'imposer la terreur dans le cadre d'un rapport de force conditionné par les équilibres des solidarités familiales, régionales et nationales. Soulignons dans ce cadre que la résorption du bidonville, qui a eu lieu le 16 mars 1976, est davantage liée à une orientation politique du gouvernement central qu'à une politique de la municipalité de Nice de résorber le bidonville de la dictée française. Les habitants du bidonville de l'Oued et de celui de la route de Marseille, hein, et un autre bidonville à côté de l'aéroport, détruit le même jour, sont logés dans la cité modulaire de Nice Village, dans la partie ouest de la ville, dans deux foyers, celui de Riquier et celui des Salles. Les conditions d'hygiène sont certes meilleures, mais ces nouveaux logements des travailleurs migrants présentent des conditions d'un repli communautaire qui est de nature à entraver l'intégration de cette population. Donc on a déplacé les habitants du bidonville qui était en marge de la ville, à un autre endroit, peut-être avec de meilleures conditions d'hygiène, mais aussi il y avait une sorte de mise à l'écart, une sorte de marginalisation ou une sorte, disons, d'exclusion sociale. Et j'arrive à ma conclusion. Le bidonville de la digue des Français est devenu un lieu d'habitat, de vie et de sociabilité à cause de l'absence. On peut passer au HD les derniers diapos, hein, donc à la conclusion. Voilà. Et de sociabilité à cause de l'absence d'une politique de logement des travailleurs maghrébins dans les Alpes-Maritimes jusqu'au début des années 70 et de la difficulté de ces derniers de trouver un hébergement. Même les rapatriés français d'Afrique du Nord, qui ont afflué massivement vers le département, notamment dans les années 60, ont dû résoudre leurs problèmes de logement par leurs propres moyens. Le racisme ambiant et la prédisposition des Maghrébins pour des raisons culturelles et matérielles à vivre dans un cadre communautaire a favorisé leur installation sur les chantiers, dans la vieille ville et dans différents bidonvilles, dont celui rebaptisé El Oued. Cet espace, on passe à la suivante, cet espace non aménagé a cristallisé des formes de précarité liées à l'insalubrité, à la misère sexuelle et à la violence. Les baraques étaient vétustes, surpeuplées, mal aérées et avaient un usage multiple, douche, cuisine, chambre à coucher. La boue rendait plus difficile les déplacements, notamment à cause de la pluie. L'absence de lieux d'aisance poussait les habitants du bidonville à faire leurs besoins en plein air, ce qui engendrait une accumulation constante des matières fécales. Par ailleurs, les ordures ménagères s'amoncelaient à El Oued parce que la municipalité avait préféré de ne pas installer un incinérateur sur place et n'avait pas œuvré pour construire une rampe permettant l'accès des camions poubelles de la municipalité de Nice. Les cantines n'obéissaient à aucune règle d'hygiène. Les bouchers dépeçaient les bêtes sur place. L'accumulation des déchets des animaux aggravait la situation d'hygiène et favorisait la multiplication des rongeurs, des insectes et des cafards. Les opérations de dératisation et de désinfection n'ont pu régler le problème, car les ordures continuaient à s'accumuler. D'ailleurs, le problème des déchets des boucheries clandestines n'a pu être réglé partiellement qu'en 1975. Les proxénètes ont exploité la misère sexuelle des habitants du bidonville pour gagner de l'argent. Là aussi, les conditions d'hygiène n'étaient pas respectées, ce qui a engendré la transmission de maladies infectieuses. En outre, l'abandon du bidonville à l'autogestion a favorisé la violence entre habitants et entre les habitants et les visiteurs, aussi bien pour le contrôle des ressources que pour l'affirmation de soi. L'alcoolisme et l'usage d'armes ont provoqué des drames qui étaient de nature à peser lourdement sur la psychologie des habitants du bidonville. La violence subie et le sentiment d'insécurité faisaient partie des formes de précarité dans un espace marginalisé. Merci beaucoup.
Voilà, si vous voulez, je pourrais revenir aux questions d'Yvan Gasto ou attendre si vous avez des questions, si cela. Merci, merci Cyriade. Merci Cyriade pour cette. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, vous oui, on m'entendez? t'entend. Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. Ok, donc merci Cyriade pour cette présentation qui vient contredire un peu l'image produite par la machine publicitaire de Nice ou bien nous donner un peu enfin, l'autre visage, si vous voulez, chaotique, hein, désastreux, injuste d'une ville qu'on a tous ou bien cru qu'elle est une ville de rêve, au fait. Donc, c'est un autre vécu que vous avez relaté dans votre communication, qui est d'un grand intérêt historique et même contemporain d'ailleurs et actuel, parce qu'elle nous donne aussi d'autres idées sur un vécu de certaines communautés telles que les Maghrébins qui ont beaucoup souffert, eux sont investis dans la construction la reconstruction, disons, de la France en général et de toute la Côte d'Azur en particulier. Et donc, enfin, ce calvaire, si vous voulez, ce vécu désastreux, chaotique, que personne n'en connaît rien, en fait, on ne connaissait pas avant. Donc, je pense que le mérite de cette communication, c'est qu'elle peut servir d'une pièce, enfin, d'une preuve historique que l'injustice enfin, le rejet était aussi la monnaie courante pendant toutes ces années 70. Et donc, c'est aux ONG, aux spécialistes, aux sociologues, comme l'a bien formulé professeur Gasto, qui sont intéressés à la question, mais aussi, je pense, les historiens et vous, voilà, vous vous intéressez à la question. Donc, je cède la parole à tous ceux qui veulent la prendre et poser ou bien commenter la communication présentée. Donc, à vous la parole. Entre-temps, c'est cela, si vous voulez, je pourrais répondre aux questions d'Yvan avant de laisser la parole à Stéphane, visiblement, qui veut parler. Euh, je ne sais pas, je pense qu'il est Allez, temps je vais que répondre en bref. Je vais répondre rapidement. Pour le bidonville, Yvan m'a posé la question s'il y avait des familles. Non, contrairement au bidonville qui existait à Paris ou dans d'autres villes françaises, dans le bidonville de la Ligue des Français, il n'y avait qu'une population maghrébine, majoritairement tunisienne, et il n'y avait pas de femmes, ça veut dire il n'y avait que des prostituées qui venaient occasionnellement pour travailler dans le bidonville. Et aussi, cette population était une population formée pratiquement d'hommes. Nadem Yousfi, dans son article, a montré que cette migration fonctionnait dans le cadre de réseaux communautaires, de réseaux familiaux. Il a bien montré dans sa thèse sur les Tunisiens dans le département des Alpes-Maritimes. Et bien évidemment, je confirme à Yvan Gasto que cette image du bidonville de la Ligue des Français, un lieu de violence, d'insalubrité, confirme le stéréotype du maghrébin violent. Et on se rappelle bien qu'à l'époque, il y avait beaucoup de faits divers qui ont été amplifiés par la presse à l'échelle nationale, et ce qui a été étudié dans la thèse d'Yvan Gasto. Ça confirme cette image, mais moi, dans ce travail, je montre que cette population n'a pas cherché à s'exclure, à se mettre à l'écart de la société. Mais c'est la politique de la ville de Nice qui n'a pas cherché à trouver une solution à ces travailleurs migrants, parce que dans la tête des responsables de la municipalité de Nice ou de la préfecture, que cette immigration était une immigration provisoire, alors que cette migration est devenue une migration permanente. Et ça, on le sait dans les travaux sur l'immigration. C'est ce qui a fait que donc, la population maghrébine s'est trouvée à l'écart, en marge de la société, et qu'il n'y avait pas d'effort pour la faire sortir de cette site. Par exemple, d'après les témoignages, quand il y a un bagarre entre deux maghrébins, la police ne vient jamais. Quand est-ce qu'elle intervient? Là, par exemple, dans les dossiers de procédure que j'ai consultés, il y avait des affaires, par exemple, quand il s'agit d'un meurtre ou quand il s'agit d'une agression d'une prostituée ou de Français. C'est à ce moment-là qu'il y a instruction
voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, l'idée principale, c'est de dire qu'il y avait une marginalisation de cette population par les autorités locales. Merci, Riyad. Donc, je passe la parole à Stéphane Kron. À vous la parole. Le temps que j'active le micro, bonjour à tous, bonjour Riyad. Bon, bah, c'était très intéressant, effectivement, ça nous donne une vision beaucoup plus complète de ces vies au bidonville avec toute une dimension culturelle et, j'allais dire, sexuelle, qui est tout à fait intéressante sur ces aspects-là. J'avais quelques petites questions. Alors, la première, elle est, tu as parlé d'une majorité de Tunisiens. J'aurais voulu savoir si la migration marocaine qui grossit en France à la fin des années 60, au début des années 70, est-ce que véritablement ça a une répercussion sur le bidonville de la digue des Français à Nice ou est-ce que ça n'en a pas? La question aussi de savoir si un certain nombre de groupes dans la société niçoise se sont intéressés au bidonville. C'est ce rapport à l'opinion dont parlait Yvan. Alors, tu nous as bien expliqué que la municipalité avait retardé autant qu'elle l'avait pu la résorption de ce bidonville. Et d'ailleurs, c'est un des derniers, si ce n'est le dernier bidonville de France, avoir été résorbé, mais je pense par exemple au milieu communiste et à ces milieux-là dans les années 60, début 70, dans l'élan de mai 68. Est-ce qu'ils ont eu un rapport? Est-ce que les archives que tu as pu consulter permettent de faire un lien par rapport à cette mouvance-là? Et puis, la question que je me pose, c'est bien sûr, qu'est-ce qui se passe après la résorption du bidonville? Où vont-ils? Est-ce qu'on a une idée, même parcelle ou parcellaire, de où vont ces gens qui étaient au bidonville? Alors certains, puisque tu as dû les interviewer en 2009, si je me souviens bien, dans des foyers, donc sont peut-être allés directement au foyer, d'autres peut-être pas, d'autres se sont peut-être rentrés également au pays. Voilà. Est-ce qu'on a une petite idée de cela? Merci de la réponse. Merci, Stéphane. Merci. Merci, Stéphane. Riyad, Oui, si vous le oui, permettez, est-ce que vous pouvez noter les questions et répondre à la fin, si vous voulez, s'il y en a d'autres? D'accord, c'est très bien. Oui, d'accord, pas de souci. Moi, j'en ai une, si vous le permettez. Donc, je dirais qu'en dépit de, en fait, voilà, qu'en dépit de l'importance, en dépit de l'importance du témoignage historique que vous avez apporté par rapport à la réalité et du vécu dans la ville de Nice, je dirais que certains, enfin, d'une part, qu'est-ce qui fait la différence entre une étude qui peut sembler un peu un rapport d'un expert de la commune, par exemple, et un savoir, enfin, un spécialiste dans l'histoire sociale, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut quand même nuancer un peu les choses et apporter la touche, enfin la montrer, elle est là, mais plutôt la valoriser dans la présentation, d'une. Et de deux, donc, je pense aussi que certaines histoires, là, je pose une question, enfin, parce que vous avez évoqué la question de la sexualité. Et certains témoignages, à mon sens, peuvent être, enfin, je pense qu'ils doivent être vérifiés, étant donné que vous avez cité dans votre présentation que certaines qui font un peu le commerce du sexe, telles que Yasmina ou bien Aïcha et Germaine et Rosette, qui peuvent traiter pas moins que 100 clients entre le samedi et le dimanche, c'est-à-dire que 50 par jour. Je dirais que est-ce que ça a été vérifié médicalement? Et donc, ces récits-là sont des récits de vie, bien sûr, mais il faut s'assurer que c'est possible, sachant que enfin, j'ai lu l'article, Riyad, et donc, dans un autre passage, vous avez dit qu'une autre, qui s'appelait Annie, par exemple, qui a été hospitalisée parce parce qu'elle a subi entre 20 et 30 passes par jour. Donc, ce qui est beaucoup plus logique. Donc, ce type de témoignages doivent être évalués et bien vérifiés scientifiquement et médicalement même. Donc, avant
pour s'en assurer réellement et que ce qui a été dit reflète réellement le vécu réel des gens. Hein. D'accord, Voilà. c'est ça. Bien. Pour ce qui concerne la question de la sexualité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Oui. Voilà. Donc, je peux poser la question? Alors, qui c'est? C'est Madame Nora Lafi. Oui, Nora. Bonjour, merci Bienvenue. beaucoup. Bienvenue. Je voulais d'abord remercier pour cette excellente présentation et j'avais deux questions. Une relative à l'origine des 60% venant de Tunisie. Donc, si tu pouvais nous dire de quelle région venait-il? Et le reste, ça avait dit que c'était des Algériens. Et donc, ma question aussi, elle était la même que pour la Tunisie. Quelles sont les origines de ces Tunisiens et Algériens? Et la deuxième question s'agit des archives. J'ai beaucoup aimé l'exploitation des archives que tu utilises. Et j'avais une question sur les archives judiciaires, car je travaille moi aussi sur les pétitions et les pétitions des femmes. Et tu as mentionné justement les pétitions de ces femmes dans les archives judiciaires. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Justement, ça rejoint la question sur la validité des témoignages et des récits de vie. Merci. Est-ce que je peux répondre? Merci Nora pour votre contribution. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant de céder la parole à Cyrial pour qu'il réponde à toutes les questions posées? Quelqu'un d'autre? Non. Donc, Cyrial, à vous la parole si vous voulez. D'accord, je vais essayer de répondre rapidement aux questions qui m'ont été posées. Nous, les Tunisiens sont principalement de la région de Mseken et de Gbelli. Et pour les Algériens, c'était des Chaouis. Par la suite, comme je t'ai dit, il faut vraiment, il y a dans les rapports de la préfecture et les rapports qui ont été établis pour réinstaller les habitants du bidonville dans la cité modulaire, il y a des statistiques sur l'origine. Mais ça ne relève pas de ma problématique parce que moi, j'ai essayé de traiter la question de la marginalité. Il y avait, là je reviens à la question de Stéphane, à la fin, en 1976, il n'y avait que 50 Marocains, 150 Algériens et pour le reste, c'était des Tunisiens. Donc avant l'incendie, le fameux incendie de 1974, il y avait principalement, donc c'était 1980 plutôt, dans 150 Algériens et 50 Marocains. Donc cette augmentation de l'immigration marocaine n'a pas influencé donc la population du bidonville de la Ligue des Français. Et c'est ce qui confirme la thèse et sur laquelle tu as travaillé, d'ailleurs dans tes travaux, que la migration ne fonctionne pas seulement dans le cadre de cette théorie de push and pull, mais aussi il est très important d'observer le fonctionnement des trajectoires. Ce que tu as fait, ce que Nadam aussi a fait quand il a traité la question de la migration tunisienne dans le département des Alpes-Maritimes. Je reviens aussi à la question de Sislar sur ces prostituées et le nombre de passes qu'elles ont passées. Honnêtement, pour moi, qu'elles aient eu 30, 40, 50 ou 60 clients, ça ne change pas l'histoire. Ce qui est important, c'est de savoir que dans le bidonville, il y avait un commerce, il y avait des proxénètes, il y avait des tenanciers qui offraient de l'alcool et en même temps des prostituées. Et moi, je peux peut-être prendre certains témoignages avec quelques réserves, mais cela dit, les clients ne rentrent pas avec les prostituées pour faire l'amour. C'est un besoin sexuel qui est pour lequel les prostituées sont là pour l'assouvir. Voilà. Et c'est des témoignages qui se trouvent dans les
dans les procès-verbaux de police. Quand les prostituées sont agressées, venaient à la police pour déposer plainte. Et c'est leur parole. J'ai mise entre guillemets. Finalement, oui, il faudrait peut-être poser la question à un médecin pour savoir si c'était faisable ou non. Mais je pense que quand c'est fait sous la contrainte, c'est faisable. Oui, sur les archives judiciaires, Noura, c'est très important de revenir sur les témoignages de ces femmes-là. Le plus important, c'est de savoir que ces prostituées, comme je l'ai expliqué, que certaines avaient des proxénètes derrière, d'autres venaient pour travailler dans le bidonville et pouvaient s'affirmer dans ce monde d'hommes et jouer gagnant-gagnant avec les tenanciers. C'est l'un des témoignages que j'ai évoqué tout à l'heure. Et voilà, donc quand on traite un milieu marginal, on essaie de comprendre les mécanismes de son fonctionnement. On voit bien que les enjeux financiers, les enjeux donc de cette prostitution, de l'alcool, le marché qui est sur place, les rapports communautaires fonctionnent de façon à rendre le cadre de vie un cadre de vie difficile, mais à cause de la marginalisation de ces immigrés, ils avaient préféré s'installer dans ce lieu insalubre. Probablement pour certains parce qu'ils étaient bien au milieu de leurs compatriotes, mais aussi parce qu'ils ne pouvaient pas trouver un logement ailleurs. Et pour certains, c'était très intéressant parce que ça leur permettait de faire des économies, parce qu'ils envoyaient presque tous de l'argent à leur famille restée au bled. Voilà un peu des réponses sommaires aux questions, et on pourra discuter, Noura ou Stéphane, tout à l'heure, si vous voulez plus de détails sur ces archives. Donc, s'il n'y en a plus de questions, je peux remercier le professeur Riyad Ben Khalifa pour cette présentation qui nous a réellement émerveillés et a réellement donné beaucoup plus de savoir, qui nous a réellement éclairci beaucoup de points qu'on ne connaissait pas. D'une part, personnellement, je ne savais pas ce visage aussi chaotique et aussi injuste de cette ville de rêve, je dirais, qu'on a toujours connue, comme on se l'est toujours représenté comme étant une ville star de la Côte d'Azur, donc, alors que la réalité est tout autre, il y a un autre visage. Merci pour réellement, pour cet apport, pour cette contribution très réellement éclaircissante de ce visage qu'on ne connaît pas. Et donc, ça ajoute à la science, à la spécialité de l'histoire et à tous les chercheurs qui doivent réellement, maintenant, c'est un article, c'est une communication, je dirais, c'est une publication incontournable pour tous ceux qui veulent réellement étudier la ville de Nice. Donc, c'est réellement d'une richesse inégale, au fait. Vous avez quelque chose à ajouter, Célia? Oui. Oui, si tu permets, j'ai oublié une question fondamentale que tu as posée. C'est la différence entre un rapport d'expert et une étude faite par un historien. Dans ce cadre-là, tout d'abord, d'emblée, moi j'ai expliqué que mon travail consiste à déconstruire ces archives, ce qui se trouve dans les archives des services de la municipalité et de la préfecture. Et ce, à travers une lecture croisée et aussi à travers l'enquête orale que j'ai menée. Parce qu'en discutant avec des anciens habitants du bidonville, à peu près une quinzaine, j'ai pu voir les conditions de vie de l'intérieur. Parce que dans les rapports des services d'hygiène, on constate que les services d'hygiène ne s'intéressent au bidonville qu'à partir du moment où ils posent un problème écologique au fleuve du Var. En revanche, les témoins que nous avons interviewés ont parlé de leur vie, ont parlé de par exemple, de la puanteur, de la violence, de la difficulté de dormir le soir. Et aussi dans les rapports administratifs, ce qu'ils ont montré, par exemple,
il y a une vidéo que nous n'avons pas passée, mais on peut trouver aussi bien dans cette vidéo que dans les rapports de la préfecture que ces habitants voulaient se mettre à l'écart de la société. Et moi, à travers ce travail, j'ai montré que cette marginalisation a été le fruit d'une politique de la France, des autorités françaises, qui n'ont pas cherché à trouver une solution à ce problème de logement. Et d'ailleurs, même la résorption du bidonville n'a pas été exactement le fruit de l'application de la politique nationale qui a été mise en place pour résorber les bidonvilles. Mais tout simplement parce que le bidonville s'est trouvé exactement vers la bouche de l'autoroute A8, actuellement le lieu où s'est installé le centre administratif. Donc il fallait évacuer ses habitants pour pouvoir compléter la construction de l'autoroute A8 et la relier à la ville de Nice. Et merci, c'est cela. Merci à vous, Céliade, parce que réellement, vous avez touché ce que, en fait, vous avez bien répondu. En fait, vous avez dit ça dans votre article, mais au point que si un lecteur non avisé, en fait, il peut se noyer dans les détails et ne pas voir l'apport réel du scientifique. Donc, j'ai voulu tout simplement qu'il soit bien valorisé dans votre, ce qui est le cas. En fait, vous avez très, très bien répondu. Vous avez repris ce qui a été dit dans votre article, mais peut-être bien qu'il faut beaucoup plus l'approfondir pour que cette touche exceptionnelle et réellement de qualité d'un apport scientifique inégal qui peut réellement être valorisé pour tous les chercheurs qui doivent réellement en profiter. Voilà, donc merci Cyriade, merci à tous et à toutes, Nora, Stéphane, Fatima, Ben Nasrallah, à Henri Chaussibol et à tous ceux qui s'intéressent à cette question. Merci à vous Cyriade et à une autre rencontre et à bientôt. À plus.